Bonjour très chers fidèles téléspectateurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau numéro de votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes à un moment crucial de l'année où les élèves ainsi que leurs familles doivent prendre des décisions importantes qui vont déterminer leur avenir. L'orientation scolaire, ça va être donc un carrefour décisif où les choix que l'on fait peuvent avoir un impact significatif sur la vie professionnelle et personnelle. Les élèves sont donc confrontés à une multitude de questions. Quelle filière choisir? Quelle université ou quelle école est la mieux adaptée à nos aspirations? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ici sur ce plateau. Et pour en parler, comme d'habitude, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tata Brigitte. Comment est-ce que vous vous portez? Je me porte bien. Et voilà, ça va, on en grâce. Dieu merci. Alors, on a un nouveau visage sur ce plateau. On va le laisser se présenter donc, à notre cher téléspectateur. D'accord. Moi, c'est Gilles Niapenou. Je suis sociologue. Je suis également coach en développement personnel. Je suis aussi entrepreneur dans l'enseignement. Voilà. Au moins 3 choses. Je fais au moins 3 choses. Je veux dire. À part ça, il y a d'autres choses qui sont là-bas, en tout cas. Voilà, vous l'aurez donc compris, on a un expert, un sociologue. Alors, il faut dire que vous êtes également expert en orientation scolaire. Oui. Voilà. Joseph? Oui, moi c'est Joseph. Je suis aussi dans le domaine de l'enseignement, de la formation scolaire et professionnelle. Donc, voilà le thème, selon l'introduction. Je pense que nous sommes en plein pied dedans et nous allons parler de long en large. Voilà, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition venue pour le débat. Retour sur ce plateau. Aujourd'hui, il faut le dire, nous abordons une question un peu plus sérieuse. C'est vrai que nous abordons des thèmes qui tendent vers un peu le divertissement aujourd'hui, mais nous sommes plus sérieux, puisque vous le savez, l'une des missions de cette émission, c'est l'éducation, comme vous le voyez dans le générique. Alors, il est question d'orientation scolaire. Je vais me tourner vers Gilles. Quand on parle d'orientation scolaire, qu'est-ce que cela sous-entend? Pour moi, quand on parle d'orientation scolaire, c'est, je peux dire, l'ensemble des procédés qui vont aboutir au choix d'une filière d'études ou de formation. Voilà. On va que c'est un peu plus rapide, de manière plus... voilà, plus... Oui, plus prononcée. Oui, on va dire que c'est comment choisir sa filière d'études ou de formation. C'est-à-dire que ce soit au niveau du passage du primaire au collège, ou du collège au lycée, ou du lycée à l'université. Voilà. Quelle filière choisir, voilà, selon les capacités et les aspirations que vous avez. Voilà. Je ne sais pas si j'ai... Oui. Pour moi, je vais dire que l'orientation scolaire, c'est tout d'abord une décision, un choix, une direction. La décision de faire un choix, de diriger sa formation scolaire, on peut le dire ainsi, sa formation scolaire qui peut aboutir à une formation professionnelle ou à un avenir dans le domaine professionnel bien nourri ou bien senti. Parce que je dis cela, Gilles l'a déjà dit, que ce soit au niveau passage, tout de suite, les gens vont se demander, mais à l'école, au cours primaire ou quoi que ce soit, au collège. Justement, j'allais en venir. À quel niveau vraiment on doit parler d'orientation scolaire? Au passage, quand on parle de ce passage, je pense bien que Gilles voudrait parler de l'école primaire, le collège. Mais les gens se demandent tout de suite, mais l'école primaire, c'est l'école primaire. Le collège, c'est le collège. C'est peut-être au lycée qu'on va parler d'une orientation où on va décider de quelle filière, comme Gilles l'a défini, quelle filière choisir, quelle série choisir, quelle formation professionnelle, si on veut faire une technique, une série technique, afin de pouvoir aboutir peut-être à l'université ou ainsi de suite. Mais là, je vais peut-être dire au niveau primaire ou collège qu'il y a la formation, c'est-à-dire l'éducation scolaire sur le système togolais qui est adapté au Togo, mais dans certaines écoles plus particulièrement, il y a des touches qui sont ajoutées.
dans des écoles où on fait peut-être de l'art plastique, où on fait du sport, où on fait des disciplines spécifiques, la couture et tout ça qu'on soit. Mais dans d'autres écoles, c'est l'école purement école, et que ça se termine là. Donc je pense bien que dans l'orientation, quand on parle de l'orientation scolaire ici, c'est le moment où les parents décident de quelle école envoyer mon élève ou bien mon enfant qui va commencer le CP1, à quelle école je vais transférer mon élève ou bien mon enfant. C'est le moment de décider de quelle orientation, de quelle directive, tout en basant sur la finalité de l'étude que l'élève va, ou bien de la formation que l'élève va avoir. Parce qu'on ne peut pas prétendre devenir un expert en agriculture en commençant par faire ce qui ne concorde pas. Quand on parle des séries, par exemple, où je veux devenir scientifique et je commence par la série A4, ou bien je veux devenir un expert en langue et je commence par une série scientifique. Il y a un peu de dichotomie. Donc, c'est le moment où les parents décident de l'orientation tout en basant leur orientation ou bien se focaliser sur le but ou la finalité de l'étude qu'on veut envisager. Voilà, je reviens à la question du niveau. À quel niveau? Vous l'avez dit, primaire, collège. C'est vrai, moi j'ai entendu parler de cette expression orientation scolaire quand je passais au lycée. Et on m'a dit que bon, c'est les séries A4 et puis G1, G2 qui, bon, que je peux faire quoi. Donc moi j'aimerais savoir, est-ce que déjà au primaire, peut-être primaire vers le collège, est-ce qu'on peut parler d'orientation? Bon, si je reviens sur la question d'orientation, je vais dire que c'est d'abord un enjeu d'avenir. Si on prend ça comme un enjeu d'avenir, ça veut dire que déjà, même avant même d'envoyer, comme le frère l'a dit, Joseph l'a dit, avant d'envoyer l'enfant même à l'école, il faut déjà penser à ce qu'il va devenir. Et c'est en fonction de ça qu'il faut faire le choix même de l'école. Donc ça veut dire que déjà à ce niveau, il y a orientation. Je ne sais pas si vous voulez relancer. Donc à part ça maintenant, donc l'orientation regroupe le choix même de l'école de l'enfant. Donc à ce niveau-là déjà il y a orientation. Mais ce que nous on connaît habituellement, c'est quand on passe du collège au lycée, ou soit du lycée à l'université. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait souvent. Sinon l'orientation c'est au niveau même de l'enfant, c'est-à-dire le fait même d'accompagner, de suivre l'enfant dans son développement, comment il grandit, les potentialités ou les capacités qui s'affirment en lui. Et à partir de ça, même les parents peuvent déjà détecter comment l'orienter, comment l'accompagner, dans quoi il peut être bon, et pouvoir lui assurer, ce qui peut lui assurer un bon avenir. Et également, pour parler de quel moment ou à quel niveau, je pense bien que ce n'est pas... Lorsqu'on envoie déjà l'enfant à l'école, Gilles l'a souligné même au début, on doit penser à l'orientation. Ce que les parents, nous parents, nous faisons souvent, c'est quand nous envoyons l'enfant à l'école et qu'on cherche à détecter quelle est la capacité ou le talent caché en l'enfant. Mais ici, je pense que en essayant d'exposer un enfant à la maison déjà à des difficultés, à des réflexions, vous pensez savoir que est-ce que l'enfant est plus technique que d'aller apprendre dans le cahier. Il y a certains enfants, quand tu lui mets des problèmes de technicité, de touche devant lui, l'enfant est capable de pouvoir résoudre ce problème que d'aller s'asseoir devant un cahier et réfléchir. Non, c'est bien qu'il va falloir qu'il réfléchisse avant d'arriver là. Mais il y a certains enfants tout drus comme ça, de façon technique, ils peuvent arriver à manipuler les trucs pour fabriquer un truc pour toi. Mais il y a certains d'autres également qui doivent passer par un autre moyen avant d'y arriver. Mais il peut arriver que vous envoyez déjà votre enfant à l'école et que en classe de CE1, C1, CM2, je ne sais pas, vous découvrez en enfant que l'enfant commence par développer certaines techniques ou certaines capacités à faire des choses. Maintenant, ce que moi je pense que l'orientation peut nous amener à faire là, c'est de voir comment l'appelle-t-on? Nous appelons ça le BO dans le système français. Le BO, c'est le programme ou le contenu du programme d'éducation donné aux élèves. Voici tout ce que mon enfant en fait développe comme capacité de résolution de problèmes, puisque aller à l'école, fréquenter, avoir des diplômes sans pouvoir répondre à un problème dans la société, c'est qu'on doit rester à la maison. Comment l'appelle-t-on? Le but d'aller à l'école, de se faire former, c'est de répondre à un problème spécifique dans la société après. Donc quand vous voyez que votre enfant a la capacité de pouvoir faire un truc, regardez dans le programme d'études de l'école. Ça peut être le système français ou le système togolais, mais cette école met une touche particulière, comme je l'ai dit au début,
d'aider les élèves à résoudre un problème. C'est pourquoi vous voyez, il y a certaines écoles qui coûtent cher plus que l'autre. Vous allez vous poser la question, ce n'est pas le même système, ce n'est pas le même Togo. Qu'est-ce qu'ils font de particulier? Qu'est-ce qu'ils font de particulier, vraiment? Donc, dans votre quartier, vous pouvez avoir une école qui coûte 40 000, d'autres 50 000 pour le même niveau. Mais vous allez voir que celle qui coûte 50 000 a un programme prédéfini ou une spécificité dans son programme. Donc, découvrez en votre enfant cette capacité à répondre à un problème, à faire un truc de façon particulière et envoyer votre élève là. Parce que ça peut arriver que ce que l'enfant apprend jusqu'en classe de CM1, c'est bon, l'école la forme bien. Mais vous voulez encore une autre chose de façon plus particulière. Donc vous pouvez faire le transfert selon l'orientation que vous définissez maintenant à votre enfant et l'élève peut rejoindre cet établissement afin de pouvoir continuer et répondre à son besoin. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, c'est bien beau, hein, nous parlons d'orientation, mais qui sont les acteurs? Qui oriente qui? Alors, on va prendre à chaque niveau, hein, que ce soit au niveau du primaire, du collège, même au niveau des études supérieures. Qui oriente qui? D'abord, comme je viens de le dire, on peut commencer à la maison. On peut dire qu'il y a des parents. Les parents eux-mêmes, connaissant leurs enfants, on peut dire qu'eux aussi sont des acteurs d'orientation. Parce qu'ils sont ceux-là avec qui les enfants sont chaque fois. Et ils les connaissent mieux, ils voient leurs capacités, ce qu'ils développent, et ils pourront vraiment leur proposer des choses, voir est-ce que ça peut marcher. Donc, déjà, à commencer par la maison, on peut dire que les parents sont des premiers acteurs en orientation. Et maintenant, à l'école, maintenant ceux-là qui sont des acteurs, ceux qui accompagnent les enfants à l'école aussi, interviennent, voilà, comme les enseignants, voilà, qui auraient détecté les dons ou les performances des enfants, dans tel domaine ou telle matière, voilà, eux aussi ils interviennent pour pouvoir orienter les enfants. Donc c'est ça. Donc on peut parler des parents, et aussi on peut parler des enseignants, des éducateurs, des encadreurs, voilà, qui peuvent intervenir dans l'orientation. Et au niveau supérieur, j'ai eu mon bac, quelle filière choisir, quelle école choisir? Là, c'est le parent aussi qui décide, ou bien c'est l'élève, le bachelier? Dans ce cas-là, nous allons dire que c'est une décision qui se prend entre l'enfant et le parent. Le parent peut avoir peut-être une vision pour l'enfant, mais il doit lui exposer ça si l'enfant accepte ou est d'accord là-dessus. Parce que l'enfant peut avoir aussi des ambitions. L'enfant a des ambitions. Moi, dès qu'il peut dire, moi je vais devenir médecin. Voilà. Donc, s'il dit qu'il veut devenir médecin, il faut qu'il cherche à savoir qu'est-ce qu'on fait pour devenir médecin d'abord. S'il n'a pas assez d'informations, donc c'est aux parents de lui apporter cela ou à lui de chercher les informations concernant ce qu'il veut faire. Et on lui explique bien. Voilà. C'est ce niveau-là qui n'est pas souvent expliqué. Je pense que c'est ce niveau qui n'est pas souvent expliqué à beaucoup d'enfants et qui font de mauvais choix. Parce que si tu aspires à faire quelque chose, il faut aller demander des informations à ceux qui l'ont déjà fait ou à ceux qui sont à un niveau donné pour qu'on te donne des informations qu'il faut pour pouvoir... Si tu vois que avec les informations que tu as, tu peux t'engager, alors tu le fais. Quand tu vois que tu ne peux pas le faire, là tu laisses et tu peux passer à autre chose. Donc, on va dire que c'est une décision qui se prend de manière réfléchie et de manière collective. Voilà. Les parents aussi ont leur mot à dire. Mais pas que les parents vont imposer, voilà, un choix à l'enfant pour dire parce que moi j'ai fait le droit, donc je dois faire, si elle veut faire le droit. Non. Il y a un bon nombre de parents qui font cela. Ou bien peut-être que le parent a voulu être un médecin et il n'a pas pu, il veut que son enfant devienne médecin. Dans ce cas-là, comment on fait? Est-ce que c'est une bonne chose? Là, il faut négocier, il faut arriver à négocier. Négocier avec son enfant. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les parents soient dans une optique d'imposition. Parce qu'après tout, ce n'est pas les parents qui vont étudier. C'est les parents qui vont étudier. Ce n'est pas les parents qui vont étudier. Donc, c'est les enfants qui vont étudier. Donc, j'étudie parce que voilà, j'ai l'aspiration de le faire. Pas parce qu'on me dit de le faire. Bon, tu m'as dit de le faire. Mais si je ne suis pas d'accord, je ne veux pas le faire. Je vais le faire, hein, parce que tu es mon parent, je dépends de toi, c'est toi qui vas financer. Donc, je vais le faire. Mais pas que je le fais de toute conscience, voilà. Ou encore, je suis très motivé à le faire. Et ça va aboutir mal. Que ça ne va pas amener loin, ou même ça va pas réussir comme il le faut, ou ça ne va pas conduire à l'épanouissement réel de l'enfant.
Oui, moi je vais également ajouter que l'orientation, Gilles l'a dit, se fait déjà avec les parents à la maison. Les parents, ce sont eux qui amènent l'enfant à l'école, ce sont eux qui font ce qu'il faut faire. Les premières bases, ce sont eux. Maintenant, aussi les encadreurs comme les enseignants et tout ce qui va avec. Et aussi, il y a des écoles qui ont compris le bien fondé et qui ont un spécialiste en orientation, comme Gilles, par exemple, peut être engagé dans une école où lui n'est pas enseignant, mais il a des séances de discussion avec des enfants pour comprendre leur orientation, pour comprendre, en fait, leur ambition du futur, leur expliquer, si tu veux devenir juriste, ce que tu dois faire. Quand l'enfant finit de connaître le processus, la démarche, il se dit, non, moi, je ne suis pas fait pour ça. Il va dire, monsieur, mais s'il veut faire ceci, ainsi de suite. Il y a pas mal de temps, les enfants me posent la question, monsieur, si je veux devenir professeur de français comme vous, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Il vous pose la question, monsieur, est-ce que si je fais ça, ce que je voulais faire, est-ce que je peux devenir ça? Ça, ce sont des questions où les écoles qui ont bien compris ont des spécialistes. Je ne dis pas que les enseignants ne sont pas spécialistes. Oui, ils sont spécialistes, mais le temps qu'il leur a imparti pour pouvoir faire les cours en classe ne leur permet pas vraiment de parler de long en large avec les enfants. Donc, il y a même des temps qui sont dédiés spécialement pour les enfants, où les enseignants rencontrent les enfants, où même il y a des écoles de la place où on invite des juristes, des avocats, on invite des personnalités pour pouvoir discuter avec les enfants, leur dire leur parcours, et ceux qui se retrouvent dans ce parcours décident enfin de dire, je peux faire ceci, je peux devenir un magistrat et tout. Tata Brigitte a posé une question de savoir, et ces parents-là qui amènent les enfants à faire le droit parce que le papa est avocat et tout. Je pense que tout dépend de l'orientation de la base. Si tu as l'habitude depuis l'enfance, CP1, tu amènes ton enfant à la cour d'appel, tu amènes ton enfant à exercer dans l'exercice de ton travail, tu l'amènes sur ton lieu de travail et que ton enfant aime le travail, là, il y a deux choses. Soit il aime la manière dont tu fais le travail, il veut devenir comme papa, soit il trouve une insuffisance et il veut devenir l'opposé de ce que tu es, par exemple. Comme ça, il peut te confronter pour régler un truc qu'il a trouvé chez toi. Mais si tu amènes l'enfant dans les hôpitaux, comme tu es médecin et tout, et l'enfant est passionné du travail que le papa fait, tu ne le dis pas directement de faire ce que tu fais, mais il est amené de façon indirecte à exercer la même fonction que toi. Et ça, c'est la meilleure des manières pour amener l'enfant. Si je veux que moi, je suis enseignant, je voudrais que enseignant de français, bien sûr, et que je voudrais que mon enfant devienne, comment l'appelle-t-on, pilote, quoi que ce soit, il faut quand même l'envoyer ou bien l'amener souvent dans des lieux où il doit être attiré par la fonction, ou bien la fonctionnalité, ou bien la manière dont le domaine la fonctionne. Et quand il voit, il est passionné, nul ne lui imposerait le travail qu'il doit faire, mais il viendra volontairement vers toi et te dire que je veux faire ceci. Et puisque c'est ton intention première, avant de faire cette démarche, tu l'as déjà orienté. Et l'orientation, souvent, au lycée, avant de devenir étudiant, je pense que c'est un triangle où l'enseignant, le parent et l'enfant doivent s'asseoir pour discuter. L'enfant peut avoir une orientation. Le papa peut être d'accord, mais selon les performances, selon le travail que l'enfant fait à l'école, un spécialiste en orientation dédié à cette école pourra dire que oui. Ce n'est pas parce qu'un enfant de bonnes notes en mathématiques qu'il pourrait faire un bon ceci et cela. Ce n'est pas parce qu'il fait bien SVT qu'il pourra devenir un bon médecin, ou bien je ne sais pas, parce qu'on a vu des exemples des gens qui sont brillants en termes de théorie, mais lorsqu'on les a amenés pour la première fois au bloc, ils ont succombé, ils n'ont pas pu supporter la présence du sang, ils ont démissionné. C'est pas parce que je puisse avoir les mentions très bien en classe que la pratique, comment l'appelle-t-on, dans la médecine, je suis aussi tout à fait comme ça. Mais le psychologue, le spécialiste en orientation, c'est lui qui a déjà étudié la capacité de l'élève, puisqu'il a dit qu'il veut devenir médecin. On l'amène sur un lieu. C'est pourquoi dans des écoles on dit des moments de comment l'appelle-t-on, de stage pour les élèves, de stage, même en troisième ou bien même au collège, ils le font. On les amène dans des lieux où ils choisissent eux-mêmes pour y aller. Tu vas, tu expérimentes. Si tu reviens et tu comptes toujours exercer, c'est que tu as compris quelque chose. Et on met à disposition des personnes qui sont bien dédiées à leur expliquer le fonctionnement plutôt du domaine. Donc là, c'est une discussion à trois afin de déterminer vraiment que le choix que l'élève fait et que le parent est d'accord. Également, ceux avec qui il a suivi des formations sont également d'accord pour pouvoir continuer. Voilà.
Là, on peut dire que l'engagement ou encore la volonté de l'apprenant est engagée. Oui, la volonté est engagée. là-bas. Parce que il y a des gens qui ont eu le diplôme de licence en marketing, licence en communication, et qui ont déposé ça pour leur papa. Parce que le papa a voulu que je fasse management, je fasse économie. Ils ont déposé, ils sont devenus artistes après. Ils gagnent leur vie très bien. Ils ne bon, peut-être que comment on appelle la formation en économie les aide à gérer leur économie et tout ça. Mais ce n'est pas vraiment ça. Même s'ils n'avaient pas fait ça, ils pouvaient devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais ils ont pris le diplôme, ils ont déposé et ils ont fait leur passion. C'est juste pour dire que c'est perdre du temps à l'enfant qui n'est pas, à qui on n'a pas fait appel à son engagement personnel dans le choix de son orientation. Voilà. Je vais donner en même temps le rôle des acteurs qui sont impliqués. Oui. Quel rôle ils doivent jouer? C'est de pouvoir donner les informations qu'il faut, créer le cadre qu'il voudrait, c'est-à-dire créer le cadre, donner les informations qu'il faut, et aussi voir en les enfants les potentialités qu'ils développent. Et là, présenter ça avec le concert de l'enfant, Oui. et L'accompagner. et faire le choix, et c'est bien. Mais parfois, si c'est pour mais un- parfois Oui. malheureusement, Tata Brigitte avait posé comme question, malheureusement, l'enfant est devant un fait où on l'amène coûte que coûte à faire quelque chose. Mais je dis souvent que seul un psychologue, voilà, en orientation, peut vraiment dire que l'enfant, malgré qu'il n'a pas de bonnes notes dans quelle matière, peut faire un bon. Bon, dans la pratique, il est bon. Ouais. Il est bon. C'est pourquoi aujourd'hui, bon, on voudrait que les enfants aillent également à la pratique qu'à la théorie. Parce que vous finissez la théorie, l'enfant n'est pas vraiment bon. Il est blâmé. Mais qu'en est-il de la pratique? Et il y a des gens qui sont autant sublimes dans la théorie, mais la pratique, ils ne sont pas vraiment ça. Donc je pense que... Il peut aussi arriver des enfants qui ne savent pas quoi faire. Oui. Oui, il y a des enfants comme Ils ça ne qui ne savent savent pas pas. vraiment quoi faire. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils se disent bon, ils sont un peu bons dans tout. dans un peu de tout. Dans peu de tout. Non, le choix est difficile, Difficile à à faire. faire. Dans ce cas, comment est-ce que vous faites avec ces enfants-là? Ces enfants-là, il faut les amener, il faut les accompagner, en fait. À trouver forcément, là où il peut se retrouver. Parce qu'on ne peut pas prendre la décision à sa place. Bon, prendre la décision à sa place, non, ce n'est pas ça la bonne manière. Il faut forcément l'amener, l'accompagner petit à petit, et pour qu'il arrive à comprendre un certain nombre de choses et qu'il se retrouve. Parce que dans la vie, ne pas savoir, avoir une ambition ou avoir une vision dans la vie, c'est incompréhensible, quoi. Il faut forcément être quelqu'un qui aspire à quelque chose, forcément, dans la vie. Je ne sais pas si ça se comprend. Si, comme ça. mais Oui. en termes d'éducation, encore de l'orientation scolaire, comme on parle, il y a ces personnes qui sont indécises. Ouais. C'est-à-dire, ils ne savent pas quoi faire, peut-être surtout quand on a le bac et qu'on veut aller à l'université. Donc, ils ne savent pas, bon, s'il faut aller à l'université de Lomé et choisir une université privée, qu'est-ce qu'il faut bien même entreprendre. Ils ne savent pas. Dans ce cas-là, voilà, comment est-ce que vous faites avec ce genre de personnes? Je pense qu'il faut l'accompagner. Je pense que c'est l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir l'amener. Parce qu'on ne peut pas lui imposer et on ne peut pas, je ne sais pas, on va l'accompagner. On lui explique les options qui sont là. Voilà. Et si lui-même aspire à quelque chose, là, on va l'accompagner dans ça. On va lui proposer, voilà. Vu ce que, vu l'entretien, il faut faire un entretien. On peut s'en tenir avec lui, voilà, voir son raisonnement, comment il raisonne, comment il perçoit les choses, et dans ça, maintenant, on peut lui proposer. Oui, également, je vais dire que si on arrive jusqu'en terminale ou après le bac, avant de penser à ce que je dois faire à l'université, je pense que on a creusé un grand trou derrière. C'est que depuis le CP1, peut-être que le parent ou les parents n'ont pas véritablement eu 5 minutes, peut-être dans l'année, pour poser la question à leur enfant. Bon, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Puisque moi, en fait, tu te réveilles le matin, ton enfant vient te demander, tu ne vas pas au boulot aujourd'hui? Il sait qu'on doit travailler, en fait. Si tu poses cette question, c'est que l'enfant sait que dans la vie d'un homme ou bien d'une personne, on doit aller travailler. Si tu te demandes, tu ne vas pas travailler aujourd'hui, mais étant en vacances, et lui il est en vacances, toi tu te poses la question, tu ne vas pas aller travailler aujourd'hui, et tu lui dis non, je vais travailler, mais je vais travailler depuis la maison, parce que mon travail c'est ceci, cela, cela. Tu peux par là aussi poser la question à l'enfant, qu'est-ce que tu veux faire demain?
C'est juste une question banale, hein, que banale ici, mais pose-lui la question. Il pourra te répondre, il pourra te dire, moi je veux devenir, c'est le rêve des enfants, vous voyez, et tout ça. Et tu peux prendre quelqu'un pour lui dire, ah, si tu veux devenir médecin, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour faire... C'est juste une discussion, mais c'est enfoui dans l'inconscient de l'enfant. Et que après, l'enfant là pourrait se rappeler, peut te dire que ah, je suis devenu médecin parce qu'un jour, papa m'a demandé qu'est-ce que je vais devenir et il m'a expliqué ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est le constat, c'est que les parents n'ont pas le temps de poser cette question-là au moins une fois dans l'année. De CP1 en terminale, je dis banalement 13 ans sur les bancs, papa n'a pas eu 5 minutes par an pour poser cette question. Ou dire que ça n'était même pas, dans les 13 ans, ça n'était pas même pas une heure de discussion avec l'enfant pour lui demander qu'est-ce qu'il veut véritablement devenir. Ou ne l'a pas conduit à découvrir lui-même le domaine dans lequel il veut évoluer. Et déjà poser cette question en terminale, c'est grave. Parce que cette question doit être posée peut-être, pour ne pas dire moins grave, en troisième. Quelle série je vais choisir quand je finis d'avoir mon BPC? Quelle série je vais choisir? Même déjà, tu es déjà à la porte des séries et tu ne sais pas quelle série choisir. Donc là, ça peut se faire de manière où on peut dire que tu as le bac D, mais tu es devenu expert en langue parce que à l'université, tu as fait une orientation vers le département des langues où tu t'es rattrapé rapidement parce que tu as la capacité. Là, je pense que si les parents arrivent à poser cette question aux enfants, et les orienter petit à petit. L'enfant peut te dire ceci aujourd'hui. L'année prochaine, il va dire autre chose. L'année après, il va dire ceci. Mais à toi, lorsque l'enfant répond, tu prends le temps de déterminer ou bien d'identifier en cet enfant les capacités pour pouvoir faire le travail que l'enfant t'a dit. Il veut devenir médecin. Est-ce qu'il a la capacité de faire ceci, cela? Tu entretiens ça avec lui. Mais si tu ne le fais pas jusqu'en terminale, c'est compliqué. Moi, je me suis quand même découvert en classe de 3e où j'ai connu quand même un enseignant. C'est pourquoi je veux dire ici que l'enseignant également est un miroir de l'avenir de l'enfant. Quand tu es un bon mathématicien et tu expliques bien les maths, l'enfant va dire un jour que je vais devenir comme mon monsieur. Il va devenir comme mon... Il y a un élève qui est... Bon, Benjamin a l'habitude de dire que lui, il a dit, il a vu son maître, du coup, primaire, écrivait bien. Et il dit que lui, il va écrire comme son maître. Et aujourd'hui, je peux vous assurer, Benjamin a une très belle écriture. Parce qu'il a voulu faire comme son enseignant. Et moi également, j'ai voulu devenir, je veux parler devant la caméra, parler au micro, devenir enseignant et journaliste, comme mon enseignant. Et je me suis approché de lui en classe de seconde. Je lui ai dit, mais comment je vais faire? Il m'a amené en studio, il m'a amené sur les places où on doit découvrir le domaine du média, de visuel. Et puis là, formateur, enseignant, et je suis fier de moi. Quand il me voit, je lui dis non, je suis fier de toi parce que tu ne savais pas ce que tu veux devenir. Mais quand tu m'as vu, tu as été inspiré par ma personnalité et tu es devenu. Mais donc, je vais dire que l'enseignant, à part les parents à la maison, l'enseignant également est un miroir de l'orientation de l'enfant. Mais arriver en terminale avant de poser cette question, c'est aller faire anglais 2 ans et dire que l'université de Le Mans ne fout rien, aller faire, comment l'appelle-t-on, l'anthropologie 1 an, faire la sociologie, le droit, et finir par faire 7 ans sans avoir la licence et dire que l'université ne fout rien. Mais quand même, les gens ont su ce qu'ils veulent devenir, ont su le choix qu'ils veulent faire, ils ont fait 3 ans, ils ont fini, ou 4 ans. Aussi, je pense que si on est arrivé là-bas, c'est que à la base a été faussée. La base était faussée. En fait, parce que peut-être que l'enfant se serait dit quoi, que les parents m'ont dit d'aller à l'école. Il y a des enfants qui peuvent dire que les parents m'ont dit d'aller à l'école. Il n'y a pas un objectif pour moi-même, parce que je ne sais pas pourquoi je vais à l'école. Voilà, c'est ça. Il y a des cas comme ça. Ou si tu ne vas pas à l'école, on ne va pas te donner le petit déjeuner. Voilà, donc c'est ça. On ne t'explique pas pourquoi tu dois aller à l'école. Pourquoi tu dois aller à l'école. On ne te dit pas que l'école c'est pour ton avenir, mais on te dit que tu vas aller à l'école. Parce que moi je ne suis pas allé à l'école, donc mon enfant doit aller à l'école. Mais pourquoi? On ne t'explique pas pourquoi tu dois aller à l'école, quels sont... voilà. Si on ne fait pas ce genre de choses, l'enfant va te dire que bon, on m'a dit d'aller à l'école, je vais à l'école. Et quand j'aurai les diplômes là, je vais apporter les présenter aux parents. Oui, moi je vais dire d'aller à l'école, non, je suis allé à l'école. Ça peut arriver, mais voilà. C'est sûr. Alors je reste avec toi, Gilles. Aujourd'hui, nous savons que le marché du travail a ses exigences. Alors comment concilier, parce qu'on a la passion pour quelque chose, on a également nos compétences. Ouais. Comment concilier donc la passion, les compétences, voilà, pour en termes d'orientation scolaire, parce que j'aime ma passion. Peut-être que ma passion c'est la cuisine. Ouais. Moi j'aime tout ce qui est cuisine,
Mais mes compétences, c'est difficile. Ouais. Mais nous savons qu'il y a également le marché du travail. Donc, dans le choix de nos filières, de nos orientations, sur quoi, comment est-ce qu'on peut concilier? De toute façon, Joseph l'a dit, tu as ton diplôme, ton master en marketing, communication et tout, mais tu sais très bien chanter. En ce qui concerne compétences, tu sais très bien chanter. Alors que chanter artiste et marketing, communication, je ne vois pas trop le lien tout de suite. Peut-être qu'il peut y avoir un lien, mais on ne voit pas trop le lien. Comment concilier justement nos passions, nos compétences pour vraiment faire face au marché de l'emploi? Ok. Pour commencer, je vais dire que il faut, dans tous les cas, en parlant de tous les paramètres qu'on peut réunir là, et tout doit aboutir à ce que tu trouves à manger. C'est-à-dire que tu c'est-à-dire que c'est ça quoi. Dans tous les cas, il faut que tu arrives à trouver à manger ou à te nourrir. Donc en fait, c'est le centre en fait des choses. C'est vrai qu'on va à l'école aussi pour la culture, pas seulement pour trouver un travail ou pour avoir un travail à faire, pour avoir de l'argent, mais aussi pour la culture. Mais on ne peut pas vivre sans manger. Voilà, donc c'est en fait au centre de tout ça, c'est ce qui te nourrit en fait. Il y a la passion, Mais si la passion ne te nourrit pas, mais tu es obligé de ne pas le faire. C'est vrai qu'il y a la passion, mais il faut quand même. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire ce qu'on aime. Moi, je vais un peu nuancer. Il faut faire ce qu'on aime si ça te nourrit. Oui, c'est ça. Avec aussi le marché de l'emploi qui est qui est saturé. Où actuellement on parle de quoi? D'une adéquation entre formation et emploi. Oui. Et voilà. Donc, ça fait que quoi? Ça fait qu'il faut s'orienter vers les secteurs qui répondent aux besoins, ou ceux qui sont adéquats aux besoins du marché. Voilà. Et là, tu sais que quand tu sors de là, tu pourras trouver du travail et pouvoir t'en sortir. Sinon, s'il faut dire que bon, ma passion, c'est telle, mais si cette passion-là ne te permet pas de pouvoir joindre les deux bouts après, c'est-à-dire, tu sais que si tu finis ça, tu ne peux pas joindre les deux bouts. Voilà. Donc, ce que je propose comme passerelle, c'est que quoi? C'est que quand tu t'engages sur quelque chose que tu vas aimer, c'est-à-dire que pas de faire ce que tu aimes, mais d'aimer ce que tu fais. Quel que soit le choix que tu fais là, tu dois aimer ça et faire ça pour te nourrir. Maintenant, à un niveau donné, tu peux quand même changer et basculer vers ce que tu aimes vraiment, voilà, pour pouvoir arriver à le faire. Voilà, toute une question de stratégie, Joseph. Ouais, en fait, je dis, il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas, c'est comme lundi, non? Il a dit, grand-père, c'est, en fait, bon, peut-être la personne de me suivre, hein. Il dit, ce n'est pas ce qu'on veut faire, qu'on fait maintenant le maire, c'est ce qui te nourrit. C'est ça. Parce que tu veux bien faire quelque chose, mais ça ne veut pas te nourrir. Frère, vas-y, fais-le. Même on va aller à ton enterrement. Il n'y a pas de problème. Parce que, Gilles l'a bien dit, il y a le rêve de faire quelque chose. Je veux faire la cuisine. Je suis passionné de la cuisine. Quand tu me fais entrer en cuisine, je peux faire tout ce que de façon extraordinaire. Merci beaucoup. Mais est-ce que, en t'engageant dans ce domaine, ça te permet de payer le loyer? On ne dit pas de construire, hein, de payer le loyer. On ne dit pas de payer voiture ou moto, mais de prendre moto, taxi moto et payer. Est-ce que ça peut te permettre de manger? Si oui, bravo. Tu peux continuer avec ta passion. C'est bon. Parce que la passion aussi, c'est ce qu'on fait de façon aisée, sans forcer. C'est-à-dire, même quand on te réveille, tout ce qu'on te donne, même à la cuisine, mais les gens peuvent dire, oh, moi je ne peux pas faire, on ne peut rien faire à partir de ça. Toi, tu peux créer quelque chose. Même on te dit que tu es même bon en communication, on te réveille sur un sujet. Non, c'est toi qui entretiens bien les gens. C'est bon, c'est ta passion. Mais est-ce que ça te permet de manger? Si ça ne te permet pas, je te conseille d'aller faire ce qui peut te permettre de manger et de faire également ta passion. Tu peux faire ta passion à côté de ce qui te permet de manger. C'est-à-dire, tu aimes ce que tu fais de façon comme travail, emploi, tu le fais très bien. Et lorsque tu finis de le faire, dans ton congé, pendant ton moment de relaxation, tu fais ta passion. Parce que celle-là ne pourra pas te permettre de te nourrir ou de te vêtir ou de te déplacer. Donc, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on doit également, en dehors de notre passion, Tata Brigitte l'a dit, découvrir notre domaine de compétences. Notre domaine de compétences, est-ce que c'est vraiment notre passion? Est-ce que notre domaine de compétences, qui est notre passion peut-être, a comment appelle-t-on, un avenir dans le domaine de l'emploi? Est-ce que c'est ça?
Si c'est ça, c'est bon. J'aime enseigner. Je peux enseigner dans tel domaine. Est-ce que ce domaine d'enseignement existe? Est-ce que c'est ta passion? Si les trois choses sont réunies, on continue. Mais aujourd'hui, le comble est que les gens, je vais dire, désolé, hein, s'appauvrissent dans leur passion, hein, en oubliant que le marché de l'emploi, ce n'est pas la passion. Et aller à l'école, c'est de se faire former pour un domaine spécifique ou un domaine où on peut exercer. Donc je pense bien que entre la passion, la compétence et l'embauche ou le domaine de l'emploi, il faut vraiment être attentif, il faut vraiment être minutieux, il faut vraiment faire attention afin que les trois ne nous fassent pas divaguer. Je veux suivre ma passion, je laisse mon domaine de compétences et je laisse également mon domaine d'emploi. Tu vas t'appauvrir. Je suis également le marché de l'emploi et je laisse ma passion. Ah, ça peut également, parfois tu vas pas être content dans le travail que tu fais. Et c'est pourquoi vous allez voir, dans certains services, la personne qui te rend le service est nerveuse, comme si c'est toi qui l'as forcé. Tu vas comprendre que cette personne-là, par exemple, infirmière, elle n'a pas voulu être infirmière. C'est parce que, bon, c'est le domaine là qui peut maintenant qu'elle s'est jetée dedans. Mais une infirmière qui te reçoit comment appelle-t-on, à l'hôpital, ton mal même ne veut pas partir. Parce que, mine foncée. Mais si sa passion est de devenir infirmière, tu vas voir que sa manière de te recevoir, de te piquer même. Une fois, une infirmière m'a piqué, je n'ai même pas senti la piqûre. Parce que, façon de discuter avec moi, et je lui ai demandé, est-ce que tu as fini? Elle dit oui. Elle dit, tu vois que tu n'as pas senti, non. C'est ça. C'est juste pour dire que tu peux également amener à aimer ton travail afin que ça soit une conciliation entre ta passion et également le domaine de l'emploi dans lequel tu es engagé. Voilà, Gilles, nous on aime bien les expériences ici sur le plateau. Peut-être que tu as eu déjà orienté certains élèves ou encore certains étudiants dans le choix de leur filière. Comment est-ce que ça s'est passé quand peut-être un enfant qui a un PC vient vers vous, ou bien un étudiant qui a eu un bachelier, vient vers vous pour le choix de l'université ou encore de l'école? Comment est-ce que ça se passe? Quand un élève vient vers moi, je dis souvent que l'orientation qui se base seulement sur des notes n'est pas bonne. Elle est fausse, quoi. Elle dit que ce n'est pas une bonne orientation. Une orientation qui se base seulement sur des notes, ce n'est pas une bonne orientation. Parce que la personne, ce n'est pas seulement les notes. Ou encore le fait que les notes là, est-ce qu'il les a eues de manière digne? Est-ce de manière, pas le mérite? Est-ce qu'il n'y a pas de tricherie là-bas? Voilà, donc on ne peut pas définir une personne. Ou encore si l'enfant n'a pas bûché l'université. Voilà, bûché l'université. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'intérieur, mais il a juste donné. Et après, il va donner. Il a oublié. Il a oublié. Donc, les notes ne définissent pas la personne. Du coup, on peut se baser, mais pas seulement. On peut se baser sur les notes, mais pas seulement sur les notes. Donc, quand l'enfant vient chez moi pour pouvoir faire l'orientation, d'abord, je peux quand même avoir ses bulletins, voilà, ses relevés et pouvoir voir ses performances. Maintenant, en plus de ça, il y a des questions que je peux lui poser, à savoir quelles sont les choses qu'il aime faire, pour voir comment il va répondre par rapport à ses aspirations. Qu'est-ce que tu sais faire? Ou quelle ambition toi-même tu as? Quelle ta vision? Qu'est-ce que, au fond de toi, qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Donc, à part ce que j'ai comme bulletin pour voir les performances, il doit aussi parler. Parce que ce qu'il va dire là pourrait annuler même ce que je vois sur le bulletin. Ou encore parce que, bon, sur le bulletin, je peux voir qu'il est fort en maths ou en anglais. Mais en voyant sa motivation à faire quelque chose, je peux l'encourager dans ça. Que de me baser sur les notes. Et ça comprendre que l'orientation, c'est un nouveau test qu'on fait à l'élève ou encore à... Oui, c'est un nouveau test. Parce que l'école, les gens prennent l'école comme si, quand tu ne réussis pas à l'école, c'est que tu as tout perdu. Tu es taré. Tu es taré. On évalue, comme si on dit, on évalue le singe et le mouton par sa capacité de grimper un arbre. Mais ça ne peut pas être possible. Parce que tout le monde va à l'école. Tout le monde va à l'école comme si tout le monde peut réussir à l'école. À travers excusez-moi si je dis... oui. Mais est-ce que tout le monde peut réussir à l'école? Non, c'est pas forcément. Tout le monde n'est pas appelé forcément à aller à l'école aussi loin dans les études et pouvoir réussir. Donc, on
on va pas évaluer la capacité d'un singe, d'un mouton à grimper un arbre. Du coup, il faut arriver à soi-même, à demander à l'enfant. Donc, je demande à l'enfant qu'est-ce que lui-même aspire à faire, qu'est-ce qu'il aime faire, ou encore qu'est-ce qu'il fait de manière naturelle, qu'est-ce qu'il fait facilement. Quand il se retrouve, voilà, il a des aptitudes, des prédispositions, ou voilà. Tout à l'heure même, il peut communiquer, il peut faire quelque chose, il peut, voilà, il peut faire la cuisine en même temps. Voilà. Il aime la cuisine, il aime les choses, voilà. Donc je vais faire l'orientation en associant ce qu'il a dit, ou encore ses aspirations, et maintenant les notes que j'ai eues aussi, pour voir si on peut trouver un milieu. Voilà. Sinon, si on ne peut pas trouver, sinon on peut toutefois se passer des bulletins. Je peux toutefois me passer des bulletins en me basant seulement sur les aspirations ou la vision que lui-même a. Et maintenant, quand il me raconte ses aspirations, ou encore il me dit ce qu'il aime faire et tout ça, je vais maintenant lui donner des informations concernant cela. Donner des informations concernant, si c'est devenir policier, devenir médecin, devenir juriste, je donne les informations qu'il faut. Et là, lui-même va jauger, voilà, pour voir est-ce que ça peut aller, selon les capacités que j'ai, selon, voilà, comment je me connais. Ça aussi, c'est un problème. La connaissance de soi aussi, s'invite là-dedans. La connaissance de soi. Est-ce qu'il lui-même se connaît? Avant de pouvoir même avoir une aspiration, il faut se connaître. Il faut se connaître d'abord, voir ses capacités, et avoir des envies, avoir des aspirations. Voilà. Donc, il y a tout cela qui va s'inviter pour qu'on puisse voir comment, qu'est-ce qu'il peut faire et tout. De mon côté également, je vais dire, quand j'enseignais dans une école française bilingue au Ghana, il y a un élève qui est atteint de dyslexie. Il n'arrivait pas à écrire très bien, il est très lent. Il parle français, hein, il est ivoirien et tout ça. Et puis, tout le monde se moquait de lui. En fait, il est âgé, mais il était en quatrième, je pense. Non, il était en quatrième, il était en troisième, il devait passer l'examen. Tout le monde se disait que non, on ne conteste pas sur lui. Mais on s'est posé la question de l'orientation. On s'est dit, qu'est-ce qu'il peut faire de façon naturelle? Et un jour, lorsqu'il était en train de faire l'art plastique avec l'enseignant, il a fait le portrait de son enseignant. C'est-à-dire de monsieur qui a fait l'art en Allemagne, il a enseigné dans les universités et il est à la retraite avant d'accompagner les élèves en art plastique. Mais quand il a fini de faire, on était obligé d'encadrer le portrait là et mettre ça dans l'école. Que c'est Marc qui a fait ça. Et il a signé. Et on s'est rendu tout de suite. Il m'a dit, monsieur, moi je n'ai pas besoin de rédiger lettres de quoi, ou bien il n'a pas besoin de rédiger une rédaction, de faire des questions, de faire mathématiques là, avant de faire son portrait. Il n'a pas besoin. Quand il voit tout de suite, il a une imagination pour pouvoir construire ce qu'il a sur le papier. Donc on a compris que cet enfant-là n'est pas obligatoirement, il n'est pas jugé par les notes 2, 3, 4 qu'il a eu en mathématiques, 5 en français pour pouvoir faire son dessin. Non, il n'en a pas besoin. Il a besoin seulement qu'il soit dans un lieu bien posé, regarder et puis construire son imaginaire ou construire son dessin autour de ce qu'il voit. Donc je pense que on peut se passer également de toutes ces choses-là et se focaliser sur ce que l'enfant peut faire de façon naturelle. Et parfois, chez parents, nous avons l'habitude de voir ce que l'enfant, on dénigre l'avenir de ce que l'enfant fait aujourd'hui. Et on dit dessin, puis dit, oh, dessinateur là, tu vas faire ça pour nourrir qui? Mais aujourd'hui, les gens peuvent te dire que juste un dessin qu'ils ont vu dans la foulée et avec un peu de chance, ils ont pu rencontrer la personne, l'autorité dont ils ont fait le portrait et ils ont gardé leur vie comme ça. C'est fini. L'autorité là a émis des photos prises, hein, pas des photographes et tout, mais il a pu aider et payer plus cher le portrait qui a été effectué à main. Parce que c'est plus naturel, c'est plus parlant. Vous voyez, mais les gens aujourd'hui ils me disent cuisine. Je dis non, cuisine. Tout le monde fait cuisine, non? C'est pour devenir immortel bien, quoi. Mais aujourd'hui, ils ont leur manière de faire la cuisine est particulière à eux. Donc, je pense que tout ce qu'on voit comme compétence n'est pas lié aux nôtres, comme Gilles l'a dit. Mais il faut également accepter cela et voir dans le futur ce que ça peut donner. Et orienter de façon
particulière afin que cela puisse devenir un travail ou un emploi digne de ce nom. Voilà, Comme tu l'as dit. on va aller rapidement parce que notre temps déjà. Ah, d'accord. Allez-y. Comme tu l'as dit, il faut que les parents soient plus informés sur les parcours ou encore par exemple comment il peut accompagner un enfant qui sait dessiner pour qu'il y ait un avenir dans le dessin. Dans le dessin. Voilà, si le parent n'est pas vraiment informé ou il est braqué sur sa position, voilà, ça constitue vraiment une limite pour l'enfant. Parce que après tout, l'enfant n'aura pas le choix, parce que c'est le parent qui finance. C'est le parent qui finance. Donc du coup, si tu ne fais pas ce que je dis, alors je ne finance pas. Du coup, l'enfant va se... Et nombreux sont les gens qui sont victimes aujourd'hui. De ça. Ils font rien parce que papa dit c'est ce que tu dois faire. Eux aussi ils ont dit je ne fais pas. Et puis c'est... Voilà, Gilles, votre mot de la fin par rapport à ce thème, l'orientation scolaire. Ok, merci beaucoup voilà, pour l'occasion qui m'est donnée. Vraiment, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir parler par rapport à ce thème-là. Vraiment, l'orientation scolaire est une question à ne pas prendre à la légère. Parce que ça engage l'avenir de l'enfant. Quand on parle de l'avenir, là, c'est beaucoup de choses. L'avenir, c'est beaucoup de choses. L'avenir, c'est après le parent aussi. C'est-à-dire après que le parent ne soit plus là. Est-ce que le bonheur que tu souhaites pour ton enfant, est-ce que ça sera assuré? Donc ça va se préparer dès aujourd'hui, dès que tu es là. La manière dont tu fais, la manière dont l'orientation a été faite, c'est ça qui va garantir le bonheur ou l'épanouissement de ton enfant. Parce que tu désires vraiment, à travers tout ce que tu fais, tu vas au boulot, tu reviens, tout ça, tu te bats vraiment pour que ta famille, voilà, que tes enfants deviennent quelqu'un, voilà, et soient heureux. Parce que l'objectif final, c'est le bonheur. Voilà, tu veux le bonheur pour tes enfants. Maintenant, pour assurer vraiment ce bonheur-là, il faut que tu prennes le temps de pouvoir vraiment bien les accompagner et aussi les acteurs impliqués aussi vont pouvoir appuyer et contribuer à cela. D'accord. Voilà. Merci bien, le message est passé. Oui, pour moi, c'est que tout parent puisse avoir du temps, surtout en ce moment où la rentrée va commencer, de discuter avec leurs enfants et de discuter de long en large de ce que l'enfant veut faire, il sait faire et sa vision. À eux d'analyser et de voir en ses enfants quelle capacité. Et si vous voulez que votre enfant devienne quelque chose, amenez-les, mais ne les forcez pas. Merci. Merci. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Voilà, retour sur ce plateau. Top secret de la langue de Molière, c'est avec Joseph. Joseph, rebonjour. Rebonjour Tata Brigitte et bonjour à tous. Top secret de la langue de Molière, c'est également découvrir, s'orienter. Nous allons partir pour la citation. Aujourd'hui, nous avons une citation du colonel de l'armée américain, Colin Luther Powell, qui nous dit « Il n'y a pas de secret pour le succès. C'est le résultat de la préparation, du travail acharné et de l'apprentissage de l'échec. Lorsque vous échouez également, vous apprenez, c'est aussi un secret pour réussir. Le travail, la préparation avant le travail sont en tout et pour tout, on peut le dire, des secrets pour la réussite ou le succès. Aujourd'hui, nous allons voir deux expressions. La première expression, c'est tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes, c'est une expression pour pouvoir définir si la partie technique est avec nous. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes, c'est dire justement que quelqu'un s'est évanoui. Voilà. Pour ne pas dire l'élève a succombé, il est évanoui, on peut dire il est tombé dans les pommes. Faire bouillir la marmite. Faire bouillir la marmite, c'est une expression qui voudrait dire apporter le nécessaire pour nourrir sa famille ou une famille, ou également apporter de la vie. C'est sur ce débat très enrichissant que nous refermons cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous n'oublions pas toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.